Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis enchanté d'être là avec vous aujourd'hui pour une première, un pilote, le dialogue entre psychologues et bouddhistes, sur des sujets qu'on a choisis qui sont quand même plutôt importants aujourd'hui, qui l'ont toujours été sans doute. Et j'ai la joie de partager cet après-midi avec Martine, que je connais depuis un moment. Et je vais la laisser se présenter pour commencer. Oui. Et puis, Voilà, je m'appelle Martine, donc comme on dit, je suis psychologue, psychothérapeute. Je travaille en libéral depuis maintenant une trentaine d'années, mais j'ai travaillé aussi en institution, en hôpital. Et maintenant, je travaille en privé, comme on dit. ok. Alors moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle François. Je suis enseignant au centre depuis 3-4 ans, je pense. Bonjour. Non, allez-y. J'étudie le bouddhisme depuis 2013, depuis 10 ans. J'ai fini le programme d'études bouddhistes approfondies au monastère de Nalanda dans le sud de la France sur 5 ans. Et puis j'étudie encore, il y a plein de choses à voir, l'esprit est vaste. Et puis j'enseigne, j'ai enseigné le précédent découvert du bouddhisme, et puis j'ai fait les modules sur sciences de l'esprit sur la planète. Je conduis des retraites au centre de retraite à Saint-Côme, c'est là où j'habite maintenant. Et on dialogue de temps en temps avec des psychologues à titre... on étudie un peu ensemble, on peut le dire comme ça. On fait un groupe de travail. On fait un groupe de travail, voilà. Qui n'est pas public, mais qui nous sert un peu à réfléchir ensemble. Et je pense que ça nous a donné la motivation pour faire une journée comme celle-là. Donc on va avoir 3 sessions d'1h10. Dans la première, on va introduire déjà le sujet du mal-être. Dans le deuxième, Martine va conduire un atelier. Et puis dans la troisième, on va échanger tous ensemble. Mais j'espère qu'on va échanger tous ensemble avant la dernière session. On va commencer par ça déjà. Par essayer de voir ensemble un peu qu'est-ce qu'on entend comme sens au mal-être. Donc là, n'hésitez pas à vous exprimer. Bonjour. N'hésitez pas à commencer à... qu'on puisse définir ensemble, parce que dans le bouddhisme, c'est souvent le cas qu'avant d'entreprendre une discussion sur un sujet, il faille quand même le définir. Ce qui se passe avec le mal-être, c'est que on a choisi un terme qui n'est pas un terme qui est commun dans le bouddhisme. Donc, ce n'est pas un terme qu'on va trouver facilement défini. C'est pour ça que moi j'ai fait un peu mon travail pour essayer de savoir qu'est-ce que ça peut être vraiment. Parce que tous les termes dans le bouddhisme en lien avec l'esprit, ce qu'on appelle par exemple les facteurs mentaux, les fonctions de la conscience, sont définis de manière très systématique. Sauf que là, le mal-être, demain, le manque, ne sont pas des choses qui sont bien définies. On peut dire que le bouddhisme a coupé le cake en une certaine portion, en 4, et la psychologie ou l'entendement du mot qu'on a aujourd'hui dans notre culture, mal-être, peut être différent de ce qui a été touché par des concepts particulièrement bouddhistes. Donc essayons déjà de voir ensemble, faisons un petit tour, si vous avez un peu une description de ce que ça peut être, le mal-être. Peut-être aussi, c'est pas tellement de trouver une description ou une définition qui serait générale, c'est tout de suite, moi je suis psychologue, je mets l'accent sur la subjectivité bien sûr. Donc qu'est-ce que vous pensez du mal-être? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que c'est pour vous le mal-être personnellement? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, pour chacun, qu'est-ce que ça représente? C'est pas le dictionnaire, enfin moi ça m'intéresse pas. Alors, une définition dans le bouddhisme, c'est pas pour simplement avoir une idée conceptuelle. On parle dans le bouddhisme que la définition, c'est la chose elle-même. La définition, c'est cette chose qui est à l'intérieur de nous, si on parle du mal-être. Donc le définir, ça peut être aussi de trouver cette chose, pas seulement pour jouer avec les mots, pour essayer d'avoir simplement de rester seulement dans la sphère conceptuelle. Le but, c'est de trouver cette chose-là, et on peut le faire, bien sûr, avec des exemples subjectifs, et on peut aussi le faire en essayant de trouver ce qui a
point commun entre les mal-être qu'une personne ressent et le mal-être qu'une autre personne va ressentir. Donc, oui, quelqu'un veut s'exprimer? Oui. Bonjour. Bonjour. Le premier truc qui me viendrait, ce serait l'idée qu'on est en désaccord avec que la situation qu'on vit est en désaccord avec ce qu'on pense que ça devrait être. Ce qu'on imagine devrait être, ce qu'on voudrait être, comment on voudrait agir, etc. Et puis que par les circonstances ou par nos propres limitations, on n'arrive pas à atteindre ce truc-là et ça touche à absolument tout. Voilà. Donc une dissonance un peu entre ce qu'on voudrait et la situation réelle. D'accord, ok. Et une sorte de lutte, du coup. Une sorte de non-acceptation, une sorte de... C'est beaucoup comme ça que je le définis. Ok. Moi, j'ai aussi cette idée de dissonance, mais pas par rapport à quelque chose qu'on voudrait, mais par rapport à quelque chose qu'on serait intrinsèquement, oui, mais qu'on n'arriverait pas à réaliser. Donc une dissonance, mais pas quelque chose de rationnel et de réfléchi. Comme si on agissait d'une manière qui n'était pas vraiment nous-mêmes, quoi. Mais pas parce qu'on ne veut pas, comme tu dis, mais parce que c'est pas nous. Je ne sais pas comment. Je sais pas si je suis très claire. Je vais ajouter un truc. Mal-être. Donc, on souhaite le bon être. Si je suis philosophe, vous me suivez? Jusque-là, ça va. Alors parlez bien fort pour que nos amis en ligne puissent partager. Je vais exprès pas parler fort. En bouddhiste, c'est être heureux, être loin de la souffrance. Donc mal-être, il y aurait de la souffrance, on serait éloigné du bonheur. Et je pense également à la santé mentale. On n'a jamais autant parlé en France depuis le Covid. Et donc mal-être, il y aurait un lien entre ce qu'on ne souhaite pas physiquement et mentalement. Ok. D'accord. Ouais, en fait, ça me fait penser à un enseignement que j'avais entendu d'Alan Wallace. Il parlait de bien-être authentique, c'est genuine en anglais. Genuine. Oui, authentique. Et pareil de mal-être authentique, dans le sens où les causes en fait étaient internes. Et si les causes sont internes, ça devient authentique, c'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire qu'en fait, on développe les causes internes du bien-être et aussi qu'il y a des causes internes au mal-être, et du coup, ça ne dépend plus trop des conditions extérieures. Et donc, je pense il y a cet aspect-là. En tout cas, ça me fait penser à ça. Parce que des fois, en fait, on se sent pas forcément bien, mais en tout cas, ça m'est arrivé ces derniers temps, et je savais même, j'étais même pas sûr que c'était à cause de telle chose ou telle chose, en fait. Je suppose, je me disais, c'est peut-être à cause de mon travail, bon, ça me pose un problème, etc. Mais en fait, j'étais pas non plus certain. Du coup, je me disais, bon, et puis en changeant des fois juste du point de vue, finalement, le travail, ça va, et du coup, c'était pas forcément ça la raison. Donc, je me dis, il y a peut-être cet aspect-là aussi dans le mal-être. Donc, forcément, je pense à un état où on se sent pas bien, donc on souffre. Et après aussi, peut-être ne pas savoir exactement comment s'y prendre pour changer les choses, quoi. Ça peut être aussi une facette de... facette, quoi. Oui, tu dis. Ouais, c'est peut-être aussi une forme de... pas de désespoir, mais un petit peu dans ce style. C'est dans le sens, on n'a pas de... Il y a quelque chose qui nous pousse pas, soit qui nous émerveille pas, ou quelque chose ou dans lequel on a l'impression d'être dans une situation où on est complètement bloqué. Donc à partir du moment qu'on est dans une situation un peu bloquée, va naître peut-être une forme où on n'a pas l'impression que ça colle pas avec réellement soit ce qu'on veut, mais c'est un peu une situation un peu un blocage. Et c'est vrai que quand c'est un peu, et moi je le remarque dans les livres du
du dharma, c'est un peu comme des portes en fait. Par exemple, quand on entend un livre du Dalai Lama ou de Thich Nhat Hanh et tout ça, souvent il y a une forme d'ouverture face à la situation. Ils vont présenter la situation différemment, ils vont dire plus de bienveillance et d'acceptation sur la situation, renouer le dialogue. Il y a un peu des choses comme ça qui font ouvrir un peu des portes où c'est peut-être finalement souvent c'est nous-mêmes qui avons un petit peu des fermetures face aux situations. Donc c'est plutôt des blocages en fait finalement intérieurs plus que réellement la situation. Je pense que pour moi, le mal-être, ça arrive souvent, je le remarque quand je ne suis pas très connectée ou à l'écoute de mon intérieur. Et il se passe quoi alors dans ton expérience à ce moment-là? Quand je ne m'écoute pas, Ouais. bah, je pense que il y a des choses qui passent tellement rapide, ça peut être des attentes, que je sois un objet ou une situation ou une personne, mais il y a comme une déconnexion, je pense, si je ne suis pas à l'écoute, je ne peux pas réaliser des fois ce que je pourrais sentir ou pourquoi, comme tu avais dit que des fois il peut avoir les sentiments, les ressentis, mais on ne sait pas exactement, on n'arrive pas vraiment à l'identifier. Et je pense que quand on s'écoute, on est en pleine observation, et si on s'engage dans l'autocompassion, etc., c'est plus facilement de voir ou de gérer l'extérieur d'une façon différente, Ouais. ça ne donne pas cette mal-être. C'est plus facile. Si en ligne vous voulez prendre la parole, parce qu'on vous entend ici, hein, n'hésitez pas. En fait, on est un certain nombre à avoir écrit des choses sur la discussion. Ok, tu veux que je les lise? Bah, pourquoi pas, ouais. Parce que si vous voulez le dire, c'est pas mal aussi. Hein. Alors, mal dans sa peau, ne pas se sentir à sa place, ne pas se juger assez à la hauteur, adapté au monde pour commencer. Mal-être, être mal en souffrance, corporellement ou physiquement ou psychologiquement. C'est la conséquence de quelque chose et non la cause, je pense. Cela peut être une boussole pour nous informer que nous ne sommes pas à la bonne place. Mal-être et à voir avec le manque de conscience de ce qui fait naître ce mal-être. On ne peut l'identifier. Sinon, on sait que c'est par exemple une colère, une frustration, une situation de conflit avec une personne, une situation difficile non résolue. Ok, donc là ça vient vraiment... Là on a de la matière là. Est-ce que quelqu'un avait levé le doigt? Oui. Pour moi, le mal-être, c'est aussi un peu quand notre énergie vitale, on arrive à un point où effectivement on vit plein de situations qui ne sont pas en accord avec ce qu'on est, ce qu'on aimerait être, on vit des injustices, on vit des choses voilà, qui nous perturbent à l'intérieur. Et du coup, c'est comme si notre énergie vitale elle était complètement bloquée. Donc, que ce soit le physique, en fait, où on n'a plus d'énergie, on est fatigué, on n'arrive plus vraiment à avancer. Psychologiquement aussi, tout nous paraît être une montagne assez difficile à escalader. Et oui, après, pour moi, il y a la spiritualité, justement, après, qui peut nous aider aussi à nous en sortir. À nous accrocher. En tout cas, il faut s'accrocher à quelque chose pour faire un pas de plus, pour s'en sortir. Tu voulais dire quelque chose? Moi, je le ressens plutôt comme, en termes de sensation, comme un blocage ou comme un poids qui se met, une sorte de chape de perception négative. Qui, du coup, je pense que c'est aussi une question de perception de la vie sur le moment. Quelque chose qui noircit un peu le tableau. Oui, dans ce sens, j'avais rajouté que désolé, le français, c'est pas ma langue natale, mais que quand tout est pensé, tout est noirci parce que toutes les pensées qu'on a, il y a cette impression que ça, c'est. Les choses sont vraiment comme ça, et on voit ça beaucoup plus comme une réalité, qu'on crée une histoire que. Oui, ça s'est passé parce que c'est toujours comme ça. En tout cas, tout est une fatalité, tout est...
tableaux noircis et toutes les pensées, au lieu de les voir un peu avec de la distance, on dit, bah oui, cette pensée-là, c'est parce que c'est vrai. J'ai pensé ça sur moi-même, alors que c'est vrai que je suis comme ça. Et c'est vrai que c'est ma faute, etc. Ok, bon, on a déjà de quoi faire. Alors, moi, je vais peut-être commencer une petite présentation de ce que le bouddhisme pourrait dire du mal-être, sachant que le mal-être n'est pas vraiment défini, en tout cas pas dans ce sens-là. Donc, il a fallu que je vienne chercher dans des concepts qui me semblent être assez proches. Tu as cité le désespoir. Je pense que le désespoir, c'est une des fonctions de la conscience qu'on retrouve dans le bouddhisme. Une autre, c'est l'absence de croyance en l'existence de quelque chose. Et en fait, la conjonction de ces deux-là me semble assez proche. Ça vient délimiter quelque chose qui est assez proche de peut-être ce que pour nous serait le mal-être. En tout cas, l'aire commune entre ces deux choses, elle est assez grande, il me semble. Moi, j'ai appris le débat, on a beaucoup travaillé sur la logique dans mes cours, donc pour moi, c'est important de délimiter les choses, et je vais le faire de manière complètement arbitraire, que si j'avais la possibilité de définir ou de comprendre qu'est-ce qu'il y a en commun chez tous les individus qui ont des formes de mal-être, qu'est-ce que ce serait? Parce qu'on fait ça sur toutes les autres formes de conscience. La concentration, la jalousie, on essaie de définir qu'est-ce qu'il y a de commun chez tous les êtres sensibles en lien avec cette particularité de l'esprit. Et on peut le faire sur plein d'autres facteurs mentaux, mais je pense qu'on peut le faire, on peut essayer, hein. C'est complètement arbitraire ce que je vais faire, parce que les facteurs mentaux que j'ai étudiés, c'est après 2500 ans de tradition contemplative, où ils ont observé leur esprit, ils ont fait des tests, ils ont dit, tu vois, tu ressens ça, toi, tu ressens ça aussi, bon, on a ça en commun, on peut peut-être commencer à dire qu'il y a un locus commun, et puis finalement, le systématiser. Parce que ça a quand même une fonction de systématiser les choses, dans le sens où on va pouvoir reconnaître des éléments, et ces éléments, quand on les reconnaît, on peut savoir, et c'est tout l'intérêt des définitions, comme elles sont présentées dans la tradition bouddhiste, c'est que les définitions portent en elles les germes de leur guérison, finalement. Les définitions sont un outil pratique. Et donc, je me suis prêté au jeu de dire, si on pouvait définir quelque chose qui n'a pas été défini dans la tradition contemplative asiatique, si on pouvait essayer de le définir avec l'entendement qu'on a aujourd'hui, nous, à peu près à manière générale, de ce que peut être le mal-être. Donc j'y suis allé par élimination, parce que c'est important de pouvoir l'enserrer dans un périmètre assez précis, ce mal-être. Donc je me suis dit, quelle est la différence entre le mal-être et le fait d'avoir des obstacles dans la vie? Je me suis dit, c'est pas complètement la même chose, parce qu'il y a plein de gens qui ont des obstacles dans la vie, on en a tous d'ailleurs, et ça ne nécessite pas nécessairement qu'on ait du mal-être. On a tous des vies, on a des obstacles, mais il y a des personnes qui ressentent très fortement ce mal-être. Donc on ne peut pas dire que le mal-être, c'est d'avoir des problèmes. Le mal-être, c'est peut-être pas là qu'on peut le situer. Peut-être que quand on a plus de problèmes, on a plus de chances d'avoir des épisodes de mal-être, mais les problèmes eux-mêmes ne sont pas identiques au mal-être, pour la raison que y a des êtres qui ont beaucoup de problèmes et qui ne vivent pas nécessairement ce mal-être. Donc, c'est pas nécessairement en lien, ou c'est pas nécessairement identique au fait d'avoir des obstacles dans la vie, c'est pas nécessairement en lien au fait d'avoir beaucoup d'obstacles dans la vie. Moi, je connais les témoignages, par exemple, de moines qui ont vécu la torture au Tibet pendant plusieurs décennies, et qui ont complètement transformé leur état d'esprit, et qui ne donnent pas du tout l'impression de vivre une espèce de mal-être profond, comme peut-être on l'a un peu délimité tout de suite. S'il n'est pas vraiment dans les circonstances extérieures, même si ça ne veut pas dire qu'il n'est pas causé par des circonstances extérieures, et là pareil, dans le travail de l'esprit, il faut comprendre la différence entre ce qui cause une chose de cette chose elle-même. Je pense que nulle part on va douter que les obstacles de la vie sont ce qui peut causer le mal-être. Mais si on veut le dire, le mal-être, c'est peut-être plutôt à l'intérieur qu'il va falloir le trouver.
Donc, est-ce que le mal-être, c'est une sensation désagréable? Je pense que quand on a des épisodes de mal-être, ou quand on se sent mal, c'est pas une sensation plaisante, c'est vrai. Mais toutes les sensations déplaisantes ne sont pas nécessairement des formes de mal-être. Si je me tape le pied dans une table, par exemple, c'est pas nécessairement une forme de mal-être. Il faut autre chose pour que ce soit le mal-être. Oui? J'ai entendu une voix de sortir de quelque part. C'est la petite souris. Bon. Alors, après, on va essayer d'aller un peu plus en profondeur. Est-ce que c'est le sentiment d'être incapable de dépasser un obstacle ou d'obtenir ce qu'on veut? Et là, je me dis, bon, il y a peut-être un truc qui est un peu plus précis, peut-être. Cette sensation d'être incapable face à un obstacle ou une chose qu'on souhaiterait posséder ou devenir. Mais je me suis dit, mais il y a plein de choses aussi sur lesquelles on sait qu'on est incapable et puis on n'en est pas pour autant malheureux. Ben oui, moi je sais que il y a un jour, je vais mourir, c'est pas nécessairement que ça crée en moi une forme de mal-être. Et pourtant, je suis complètement incapable de cryogéniser mon corps, de faire en sorte de pouvoir vivre éternellement. C'est impossible, il y a plein de choses dans la vie. On est incapable. On ne peut pas les dépasser. Et pour autant, ces choses-là, elles ne produisent pas nécessairement du mal-être. Donc, bon, on peut peut-être aller chercher un peu plus loin. Alors, la différence entre le mal-être et le sentiment installé dans notre esprit que les obstacles que nous rencontrons nous empêchent à la fois d'être heureux et d'accomplir notre potentiel. Le sentiment installé dans notre esprit que les obstacles que nous rencontrons nous empêchent à la fois d'être heureux et d'accomplir notre potentiel. Là, je me dis, bon, bah, peut-être que c'est peut-être un peu plus précis, mais est-ce que le désespoir, enfin, est-ce que le mal-être, c'est simplement d'observer les problèmes? Est-ce que c'est pas également d'observer les choses qu'on voudrait devenir, mais de savoir que c'est impossible? Je suis désespéré parce que je voudrais être un chanteur célèbre et personne n'aime quand je chante, par exemple. Là, ce que j'observe, c'est le but à atteindre, mais j'arrive pas à l'atteindre. C'est impossible pour moi. Et peut-être qu'à ce moment-là, ça produit une forme de désespoir, une forme de mal-être profond de me dire, cette chose que je veux, je suis incapable de l'atteindre. Mêlé à une sensation plaisante, à une sensation déplaisante. Donc peut-être qu'on peut commencer à voir un peu plus précisément, et c'est encore une fois ce qu'on va déterminer, enfin ce que je vais plutôt dire à la fin, c'est pas on ne le détermine pas ensemble, c'est une proposition. Hein. Je ne vais pas essayer de le vendre comme une définition scellée dans le marbre et puis mettre un copyright, c'est pas ça. Hein. C'est juste une façon d'avoir les idées un peu plus claires sur le mal-être. Donc, il semble que le mal-être, parfois, ce soit à la fois d'observer l'impossibilité, l'obstacle qu'on rencontre, mais à la fois aussi la chose qu'on voudrait mais qu'on ne peut pas avoir. Donc, il y a à la fois d'observer peut-être les obstacles de la vie, mais aussi d'observer les choses qu'on voudrait et qu'on ne peut pas acquérir ou pas devenir, ces choses. Donc, il semble qu'il puisse y avoir plusieurs objets au mal-être, et puis que toujours, il y ait quand même quelque chose de profondément déplaisant. Quelque chose qu'on n'a pas envie, ce n'est pas une expérience qu'on veut maintenir dans notre esprit, le mal-être. Et ça touche quelque chose qui, dans le bouddhisme, est assez proche, c'est ce qu'on appelle le désespoir. Les êtres sensibles fonctionnent avec l'espoir, mais pas dans le sens où il faut donner l'opium du peuple, c'est pas ça, c'est que pour vivre, on a besoin de se développer. Pour être heureux, il y a quand même à la fois la notion qu'il faille être dans le moment présent, mais aussi la volonté de savoir qu'on peut dépasser des choses en nous ou transformer des choses. Vous pouvez vous installer là, allez-y. Il y a des places ici. Oui, vous êtes bien, vous nous voyez un petit peu... Viens, là, il y a de la place. Là, il y a encore... Là, il y a une place encore. Là, voilà. Non, je vous en prie. Il y a 2 places ici, une place là, une place là. Voilà. Il y a des coussins. Alors, une parenthèse.
et là je prendrai peut-être une licence sur ce que mon ami psychologue va dire à côté de moi, mais dans les facteurs mentaux, dans les fonctions de la conscience, dans le bouddhisme, on peut dire que quasiment tous les êtres humains, presque tous, partagent des bébés, des formes un petit peu élémentaires de ces éléments mentaux, ici. Donc, par exemple, le mal-être, je pense qu'on le partage tous, à un moment ou un autre, à une petite fraction. Alors après, bon, je pourrais dire des petits moments dépressifs, je ne sais pas si ça va être trop... mais demain, ça va être sur le manque, par exemple. Je pense qu'on a tous des petites addictions. Alors, je ne le prends pas comme le tampon pathologique de « je suis malade, j'ai une addiction », mais on a tous ces mouvements de l'esprit qui, si ils se développent dans l'esprit, vont occasionner sans doute de ce qu'on appelle des pathologies. Mais je pense qu'on a tous ces graines-là, et les graines de la dépression, les graines du mal-être. Donc, moi, j'ai dû quand même, pour voir ça, et aussi essayer de toucher un peu à mes propres expériences. Et je pense donc que le désespoir peut avoir, le mal-être peut avoir quelque chose de semblable, assez proche du désespoir, du manque de reconnaissance d'une possible amélioration. De quoi que ce soit un obstacle physique, que ce soit un obstacle dans la vie, que ce soit une situation extérieure, que ce soit l'environnement, que ce soit une impossibilité ou le constat de quelque chose qui est impossible à changer, une incapacité. Et je pense que ça, c'est présenté dans le bouddhisme comme étant la forme de désespoir, cette absence de croyance en la qualité des choses. C'est une fonction hyper importante de la conscience, de régénération de l'esprit, qui a tendance un petit peu, je pense, à s'endormir dans ces moments-là. Et puis, c'est aussi, je pense, lié à la peur. Je pense que le mal-être, on va le voir plus tard, mais je pense qu'on est pris aussi dans une forme de boucle qui nous fait peur aussi. Il y a quelque chose qui est un petit peu quelque chose de circulaire qui nous donne l'impression qu'on s'enferre un peu plus et on a du mal à en sortir. Et je pense que c'est assez lié à la peur. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire une proposition de description de ce que pourrait, mais ça, encore une fois, on pourra le travailler, hein. Peut-être qu'on trouvera quelque chose de beaucoup mieux, peut-être que tout ce que j'ai écrit c'est faux, mais en tout cas, ça sera une base à notre discussion. Donc, le mal-être pourrait être un sentiment, donc un sentiment c'est du côté de la conscience, douloureux, parce que c'est déplaisant, et récurrent, parce que je pense que si on a un mal-être qui dure une seconde et qu'on ne l'a plus après, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le qualificatif du mal-être. Mal-être, je pense qu'il y a quand même quelque chose de récurrent. Donc un sentiment douloureux et récurrent dans l'esprit d'observer les obstacles de la vie, qu'ils soient à l'extérieur ou à l'intérieur, dans le monde environnant ou dans notre esprit ou dans notre corps. Cela nous conduit de manière involontaire, incontrôlée, d'amplifier la présence de ces obstacles, leur importance, leur nature, et d'exagérer notre incapacité à les dépasser. Le mal-être consiste également à minorer, nier ou ne pas suffisamment reconnaître notre potentiel ou notre capacité à obtenir ce qu'on voudrait dans la vie. Donc ça, c'est une proposition pour essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose de commun à tous les mal-êtres. Moi, je pense que oui. Peut-être qu'on verra que non, mais moi, je pense que oui. Je pense que tous les mal-êtres ont quelque chose en commun chez tous les individus. Et peut-être que c'est un fragment de ça. Donc, un sentiment douloureux récurrent dans l'esprit d'observer les obstacles de la vie, qu'ils soient à l'intérieur ou dans le monde environnant. Le réchauffement climatique. C'est douloureux, c'est récurrent d'observer les obstacles de la vie, le changement climatique. Cela nous conduit de manière involontaire, incontrôlée, d'amplifier la présence de ces obstacles, parce qu'on ne voit plus que ça. Ça prend tout l'espace mental, leur importance, leur nature, et ça on verra plus tard de quoi il s'agit, et d'exagérer notre incapacité à les dépasser. Moi, individu, je suis incapable de changer la situation du réchauffement climatique, de mon mal-être, de mes angoisses. Quand on a des angoisses, des crises d'angoisse, on peut peut-être avoir ce sentiment de je suis incapable, j'arrive pas, je suis complètement pris dedans.
et il y a une boucle dans laquelle on est pris, on a des difficultés à se soustraire. Mais comme on a vu peut-être que le mal-être, il peut à la fois observer ces choses qui sont des obstacles, mais également les choses qui sont notre potentiel. Parce que plus les obstacles prennent de l'espace dans notre esprit, plus le potentiel va être minoré dans notre esprit. Donc il pourrait y avoir quelque chose qui est de l'ordre de la surexpression des obstacles dans notre esprit et le décroissement ou le rapetissement de notre appréhension du potentiel qu'il y a dans le monde extérieur ou en nous. Donc quelque chose qui est complètement inversé en fait. C'est quelque chose qui pourrait être de l'ordre du déséquilibre total entre les obstacles de la vie et le potentiel qu'on peut avoir. Le potentiel qui est complètement caché et les obstacles de la vie qui prennent tout l'objet de notre conscience. Le bouddhisme présente que l'existence humaine, la nôtre, elle est une conjonction de ces deux choses. C'est vrai, elle est une conjonction d'obstacles et elle est une conjonction de potentiel. Et que les deux doivent être absolument reconnus. Que le dépassement des problèmes ne se fait pas en les poussant du pied, en refusant de les regarder. L'indication, le postulat, la base de travail, c'est de savoir à la fois reconnaître ces obstacles de la vie, en les perçant avec une forme de compréhension pour éviter qu'on en ait peur et qu'on reconnaisse leur nature, et à la fois savoir reconnaître notre potentiel. Le potentiel qui est que, je vais prendre l'exemple de la vie humaine par exemple. On pense parfois que d'une chose dans la vie, on puisse la voir que d'une seule manière. On puisse la voir, si elle est négative, elle est que négative, elle ne peut pas être positive. Or, la vie humaine, elle peut être un peu les deux. Elle est problématique parce que on commence à avoir des rides, on finit par devenir vieux, il y a des choses qu'on oublie, et puis on finit par mourir. Bon, ça de ce côté-là, c'est pas top, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. L'existence humaine, elle est aussi mêlée d'un incroyable potentiel par rapport aux autres espèces, par rapport le fait de comprendre, de partager. Ça peut être aussi un problème parce que par rapport aux autres espèces, on fait quand même pas mal de mal. On peut regarder les choses en bien et en mal selon l'angle où on les regarde. Mais le bouddhisme dit aussi que la précieuse vie humaine, c'est comme ça qu'il l'appelle, elle est douée de beaucoup de potentiel, de la compréhension de notre esprit, du dépassement de la souffrance, par exemple. Sauf que quand on se sent mal, quand on a des épisodes de mal-être, ce potentiel qu'on a, il est complètement invisible. Il perd de sa brillance dans l'esprit et les obstacles deviennent complètement immenses dans l'esprit. Et je pense qu'il peut y avoir quelque chose de ça dans le mal-être. Et donc, j'ai mentionné une forme de boucle dans l'esprit, mais pour avoir vécu, moi, il y a des années de ça, des épisodes de profond mal-être, je peux penser le dire, il m'a semblé que la boucle dans laquelle je pouvais être pris, et je le prends là personnellement, c'est que j'avais une appréhension très exagérée des problèmes, qui conduisait à minorer le potentiel. J'avais la certitude de ne pas pouvoir les dépasser, qui produisait dans mon esprit une intense souffrance, qui conduisait à beaucoup de rumination. Et là, après, je le décris un peu avec mon bagage, maintenant ma psychologie bouddhiste, mais cette rumination, elle conduit à la détérioration de la clarté mentale. Responsable dans la prise des décisions claires aussi. Parce que quand on se sent mal, on ne voit pas les choses clairement. Le facteur mental on l'appelle foi, mais c'est une très mauvaise traduction en français, c'est plutôt la croyance claire dans les qualités de quelque chose. Quand on est inspiré par quelque chose, on voit clairement les choses. On est pris par une joie, on voit quand on a de la joie, les choses sont claires. Quand on manque de joie, les choses ne sont pas claires. Eh bien, il me semble que quand on a une exagération des obstacles et on minore notre potentiel, on finit par plus voir clair. Ça devient très difficile de faire la part des choses, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et notre esprit, au niveau cognitif, simplement en termes de concentration, de souplesse mentale, de joie,
ces 3 facteurs sont complètement, pas inexistants, mais de très très mauvaise qualité dans l'esprit. Et ça renforce la boucle parce que c'est des facteurs qu'on a besoin d'avoir et de posséder pour justement dépasser ces épisodes-là. Donc à la fois on voit les problèmes, mais à la fois on détruit nos capacités mentales qui seraient à même de nous permettre de dépasser peut-être cet épisode-là. D'où une forme de boucle. On perd de la joie nous empêche de voir clairement. Si on voit plus clairement, on est plus enclin à ruminer. Si on est plus enclin à ruminer, on se sent plus mal. Si on se sent plus mal, on a plus de certitude. Si on a plus de certitude, et ça continue et ça continue. Plus d'exagération, plus de souffrance. Et la boucle ouverte, c'est trouver un moyen de déboucler ça, de casser la boucle. Et donc, comment dans le bouddhisme on pourrait présenter les étapes qui pourraient aider, et ça ne marche pas dans tous les cas, il n'y a pas de traitement miracle. Je pense que les épisodes de mal-être profond sont très difficiles à dépasser. Je ne vais pas essayer de dire que c'est facile, loin de là. Mais je pense que le travail à faire peut-être, en plus de l'environnement, parce que l'environnement il est important dans, je pense, la production du mal-être. L'environnement, ça peut être l'environnement social, familial, le corps. C'est tous des paramètres qui sont importants, qui doivent être pris en compte. Mais moi, si je dois dire mentalement ce qui est important, c'est de développer ce qu'on appelle l'acceptation. Ça, je pense, dans le bouddhisme, c'est hyper important. C'est que ces problèmes, ils sont d'autant plus exagérés dans notre esprit qu'on les refuse. On refuse leur existence. Sauf que si quelque chose existe, on ne peut pas refuser qu'elle n'existe pas, c'est complètement impossible. Si une rivière coule dans un sens, on ne peut pas dire je voudrais qu'elle coule dans l'autre sens. Si je vais en bord de Seine et que je dis ça, c'est une perte de temps. L'acceptation, c'est reconnaître l'existence de quelque chose, et le reconnaître profondément en se disant, voilà, j'ai ce mal-être, j'ai cet épisode difficile, ça existe, c'est là. Pas essayer de faire que ça ne soit pas là. L'acceptation, je pense que le bouddhisme, il y a beaucoup de méditations qui sont faites en lien avec l'acceptation. Un sentiment douloureux et récurrent installé dans l'esprit d'observer les obstacles de la vie, qu'ils soient à l'intérieur ou dans le monde environnant. Donc là, c'est aussi de porter attention à notre environnement mental, notre sommeil, notre alimentation, sans doute. Tout ça, ça doit être très important. Et nous conduit de manière involontaire, incontrôlée. Donc, permettre à nouveau à l'esprit de voir clairement. Ça, c'est le travail du calme mental, retrouver une forme de sérénité mentale. Et là, le travail de la concentration, le travail du calme mental, dans le bouddhisme, ça, je pense que c'est un outil important. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé, personnellement, dans des moments difficiles, c'est qu'il y a quand même une tension sans arrêt dans le mal-être, il me semble, et que calmer l'esprit, retrouver une clarté mentale, ça peut servir de terrain à déboucler le processus. D'amplifier leur présence, leurs importances, leur nature et d'exagérer notre incapacité à les dépasser, à ces problèmes. Donc là, c'est tout le travail de... Je vais terminer bientôt, je pense qu'on a... Je vais dépasser mon temps sinon. Comprendre que, par exemple, en lien avec le désespoir de... Je ne sais pas quel exemple on pourrait prendre, le désespoir. Donnez-moi un exemple de mal-être profond en lien avec quoi? Avec, La mélancolie, c'est pas fort. La mélancolie, je pense que ça devait être assez proche. Hein, proche. Je pense qu'il y a des points communs, sans doute. Mais une étape aussi, c'est d'utiliser notre sagesse pour essayer parfois de déconstruire un peu l'exagération qu'il y a dans notre esprit aussi. L'exagération des problèmes. Si on vit un deuil, par exemple, c'est difficile. Alors, dans le deuil, je pense que l'acceptation, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais, alors, ouais, ça, je ne veux pas trop rentrer dans les détails sur des points difficiles comme ça, mais
une proposition, c'est quand même de dire que la souffrance mentale, elle est quand même le résultat souvent d'une exagération dans la qualité qu'on porte à une chose. Et je ne vais pas parler du deuil, hein, mais si je suis très mal parce que j'ai perdu mon téléphone, ou parce qu'il est tombé dans les toilettes, non, mais rigolez pas, ça arrive. Non, mais c'est pour prendre un exemple, pour servir juste de base à la réflexion, mais c'est parce que c'est pas le même deuil. C'est pas le même deuil. Mais c'est peut-être que j'ai exagéré ses qualités à ce téléphone. Ou s'il tombe en panne, c'est que j'ai exagéré ses qualités en pensant qu'il allait ne jamais tomber en panne parce que c'était un Apple, par exemple. Non, mais le corps humain est pareil. Pourquoi on souffre quand on est malade? Mentalement, ça peut être aussi parce qu'on a estimé que le corps ne devait pas tomber malade et que je ne tomberais pas malade et que je n'allais pas vieillir et que je n'allais pas me réveiller le matin en ayant des grosses cernes et des rides parce qu'on a pensé que le corps pouvait ne pas vieillir. Donc, une proposition, c'est de dire, est-ce qu'on a des exagérations sur la manière dont les choses existent? Et en lien avec le mal-être, peut-être qu'il y a des choses à regarder. Et enfin, je pense que ce qui est important aussi, c'est de renouer contact avec le potentiel. Et ça, en termes de concentration, moi je l'enseigne et je conduis des retraites sur la concentration, je vois le lien chez les personnes entre la capacité qu'ils ont de produire de la joie et leur concentration. Et qu'il y a un corrélat entre les deux. Je pense qu'un esprit qui est très négatif est un esprit qui a beaucoup de mal à se concentrer. Et la manière de le restaurer, il y a plein de méditations sur la joie, sur la précieuse vie humaine, sur l'observation de nos qualités, sur l'observation des qualités dans le monde. Ça doit être quelque chose qui doit restaurer une forme d'équilibre. Je pense qu'aussi le mal-être, ça vient d'une expression excessive des problèmes dans notre esprit. Et je pense qu'on s'habitue trop peu à regarder les qualités des choses. Et encore une fois, le bouddhisme dit que l'existence est faite à la fois de potentiel, qui devrait occuper dans notre esprit autant de temps que les problèmes. Et si on cultive quotidiennement une appréhension du monde négative, parce que quand on ouvre le monde, il y a peut-être 90% de contenu qui est négatif, on a l'impression que le monde est comme ça, et c'est difficile de rétablir un équilibre dans notre esprit aussi. Pardon, oui. Je te demande une petite définition de potentiel quand tu utilises ce mot-là. Alors, le potentiel, c'est des choses qui, en tant qu'être humain, on peut les développer. Dans la transformation de notre esprit, dans plus de bien-être, plus de paix, c'est des choses... Le potentiel humain à ressentir de la joie, du calme et de l'amour en haut. Voilà. Okay, il y en a d'autres, des potentiels, mais celui-là en fait partie. Okay. Et qu'on cherche à cultiver par le calme. Oui. Voilà. Okay, oui. Je m'interrogeais sur des problèmes de définition entre mal-être, dépression, mélancolie. Est-ce que c'est des gradations de la même chose ou est-ce que c'est des choses différentes? Alors ça, on pourra en discuter après. Oui. Je pense que c'est important. Oui. François? Oui. Allô? Oui. 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 J'essaie avec tout ce que tu as dit, là, j'en arrive un petit peu à la conclusion. Je sais pas qu'en fait, là, c'est parce que tu pars du principe, le prédicat, que c'est le cerveau qui pilote la vie et que quelque part notre corps c'est qu'un serviteur et donc que le mal-être viendrait de là. Mais est-ce qu'on peut pas aussi imaginer qu'on aurait une sorte de mal-être qui viendrait comme une sorte de neurosensoriel, c'est-à-dire que comme on est quelque part programmé au fur et à mesure, je dirais programmé entre guillemets, par nos expériences, notre enfance, nos conditionnements, etc. Et donc le mal-être ne viendrait pas d'une construction de notre esprit, mais viendrait de tout ce qu'on a emmagasiné dans notre corps aussi, dans notre corps aussi en fait. Et que en fait ça serait pas si facile que ça de se dire que il suffit de se connecter un peu plus et puis de méditer un peu plus et puis tout ça va se libérer, parce que peut-être qu'il faudrait avoir un autre protocole aussi pour se libérer de cette façon de fonctionner, tu vois, cette programmation au mal-être. Oui, alors déjà je pense que je rends pas équivalent l'esprit et le cerveau, déjà je pense que c'est deux choses différentes. Deuxièmement, je ne nie pas du tout
l'importance que peut avoir la façon dont ton cerveau est connecté par tes habitudes, par les choses que tu as vécues dans ton enfance, par ce qui se passe dans ton corps aussi et dans ton environnement. Je pense que ça peut être des facteurs importants dans le mal-être, mais ce n'est pas le mal-être. C'est des choses qui servent d'environnement au mal-être. Mais le mal-être, c'est pas quelque chose qui est dans le cerveau, c'est une expérience subjective, le mal-être. C'est l'expérience de ces choses-là, de ces obstacles ou de ce manque de potentiel peut-être. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Il n'y a pas du tout de méthode miracle, et je ne prétends pas en donner une. Et je pense aussi que l'environnement dans lequel on vit est un facteur vraiment hyper important, et le corps aussi. Ok. Oui, du coup, ça me fait penser, tu en as parlé, hein, l'environnement, en fait, j'ai l'impression qu'aussi la manière dont on se relie aux autres et au monde, en fait, est hyper importante, par exemple, et que ça peut jouer énormément dans notre mal-être. Demain, je pense qu'il y a une journée sur le manque, notamment quand, par exemple, on a des relations qui peuvent se finir ou des choses comme ça. Du coup, ça peut aussi contribuer beaucoup aux relations de mal-être, et c'est lié en fait, aux relations avec les autres, en fait. Comme par exemple le deuil, des choses comme ça. Ouais. Je pense que c'est vraiment un aspect aussi, je pense, qui est vraiment important. Quoi. Enfin, qui peut en tout cas avoir une influence importante dans notre bien-être ou dans le mal-être. Quoi. Oui. Voilà. Mal-être et manque, je pense qu'il y a des choses qui sont assez semblables. Une présentation dans le bouddhisme, c'est dire que la peur de quelque chose, par exemple, l'attachement profond, l'avidité à la célébrité produit la solitude. Donc si on a une expression de mal-être profond en lien avec le fait d'être inconnu, c'est peut-être qu'on a une exagération du fait d'être célèbre aussi. Je prends un exemple, mais je pense que c'est aussi dans une expression un peu de va-et-vient entre deux choses qui sont importantes. Je vais laisser parler ma chère Martine. Juste 2 secondes aussi, je me permets, parce que t'as quand même... Non, mais juste 2 secondes. Parce que tu as quand même dit qu'il y a eu 2500 ans d'études contemplatives par des bouddhistes et que tu n'as pas eu de définition du mal-être, en fait. Ça veut dire qu'eux, ils ne connaissaient pas le mal-être à leur époque. C'est pas qu'ils ne connaissent pas le mal-être, ils le vivent, mais leur définition vient toucher un sens qui est un tout petit peu différent. Mais ça ne veut pas dire que la chose elle-même, c'est comme si tu divises l'arc-en-ciel en différentes couleurs, mais l'arc-en-ciel, il existe toujours. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Alors, Martine. Alors, j'ai pris les choses complètement différemment. C'est le mot différent que je souligne. Il y avait une chose que je voulais absolument préciser, parce que c'est une expression que j'entends beaucoup, que j'ai même vue écrite. On parle de la psychologie occidentale. Or, asseyez-vous bien, la psychologie occidentale, ça n'existe pas. Parce qu'il existe des psychologies. C'est vraiment très important. Hein. Différentes façons, différentes écoles, différentes approches, différentes pratiques. Voilà, ça existe. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous rencontrez une psychologue qui a une façon, tout à l'heure on fera un petit travail intéressant, enfin j'espère, voilà, une façon de faire. Demain, vous verrez quelqu'un d'autre, Eric, il est psychanalyste, il a une autre façon de faire. Et à chaque journée, vous rencontrerez un nouveau psychologue qui vous apportera une nouvelle facette de sa façon de travailler, de penser, etc. Donc, voilà. Donc, ensuite, je vais parler un tout petit peu d'histoire de comment ça s'est construit, justement, dès la base. Donc, vous savez un peu que le premier Européen à s'être intéressé un petit peu à cette question de l'esprit, c'est un monsieur qui s'appelait Sigmund Freud. Et il a donc commencé à penser un peu les choses. Et très très tôt, très très vite, il y a eu un désaccord.
un désaccord avec un autre monsieur que vous avez peut-être, dont vous avez entendu le nom, qui s'appelle Carl Jung. Et sur un point très très précis, c'est que Freud affirmait qu'il n'y a de libido c'est l'énergie, hein, il n'y a de libido que sexualis. Ça veut dire que la seule énergie de l'être humain, elle est sexuelle. Or, Jung, il dit non, moi je ne suis pas d'accord. L'énergie, elle est vitale, c'est une énergie de vie, donc elle est beaucoup plus généralisée. Donc c'est le premier, voilà. Comment ça naît? Ça naît déjà dans la scission, ça naît déjà dans... C'est cette idée-là qu'il faut retenir. Le deuxième, ensuite, pas très longtemps après, à s'être un peu comme ça dissocié, enfin opposé, il s'appelle Ferenczi, c'est un Hongrois, et lui, il met l'accent sur la pratique de la psychanalyse, vraiment sur la façon d'écouter les patients, la façon de leur parler, la façon d'être... Voilà, c'est les deux points sur lesquels il y a eu d'emblée des scissions. Et ensuite, tout s'est construit par scission, par opposition, par différenciation. Hein, à chaque nouvel apport, c'était à partir, imaginez, voilà, il y avait un tronc freudien, on va dire, et puis, poum, voilà, ça s'est construit. C'est pour ça que la psychologie occidentale, moi, personnellement, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Je l'ai dit. Oui, mais ici, je sais. Ils le disent tout le temps ici. Mais bon, c'est peut-être sûrement parce que c'est plus facile à dire comme ça. Bon. Et moi, je pense que de même, il n'y a pas un bouddhisme oriental. Il y a déjà 4 écoles de base, et elles ont, ces 4 écoles, des différences aussi bien au niveau théorique ou philosophique que dans les pratiques. Hein. Donc, c'est pareil, le bouddhisme oriental, pour moi, ça ne veut rien dire, quoi. Il y a des bouddhistes, par contre, comme il y a des psychologues. D'où des bouddhistes rencontrent des psychologues. Ensuite, pour continuer sur les différences entre les approches psychologiques et puis peut-être un peu quelque chose de l'approche des bouddhistes, c'est la façon de penser l'esprit. Donc tout à l'heure, François vous a un petit peu parlé, en particulier, la façon de penser l'esprit, c'est sa nature, la nature de l'esprit et ses fonctions. Pour plagier un peu le titre de Guichard. Donc voilà, donc les différences de nature de l'esprit. Donc Freud, toujours on parle de lui, hein, premier Européen à avoir construit donc une théorie de l'esprit à partir de son expérience de pratique avec des patients, des observations, etc. Et il pose que la nature de l'esprit, elle est pulsionnelle. C'est-à-dire que la nature de l'esprit, c'est principalement l'envie, la jalousie, le sexe et le meurtre. La nature de l'esprit. C'est bien dit, hein. Bon. Donc pour imaginer sa théorie, il propose un mythe qu'on appelle le mythe de la horde, peut-être vous en avez déjà entendu parler, qui est un peu basé sur la meute de loups en fait. Hein. Donc le mythe de la horde, c'est qu'à l'origine, il y aurait une horde d'humains avec un mâle alpha dominant, donc, qui possède toutes les femmes, et qui possède tout en fait. Hein. Et puis il y aurait des fils, et les fils, ils avaient le droit de chasser et de faire la guerre pour le mâle alpha. Voilà. Et puis au bout d'un moment, les fils, ils en ont eu un peu assez, quoi. Et donc ils ont commencé à fomenter une mutinerie, et ils se sont révoltés, et donc ils ont tué le père de la horde, non seulement ça, mais en plus, ils ne voulaient pas que ce soit juste un meurtre comme ça. Donc, ils ont essayé de symboliser un peu les choses. Ils ont fait un repas totémique, c'est-à-dire qu'ils se sont tous assis ensemble et ils ont tous mangé un morceau du père. Voilà. Pour 2 raisons. La première, c'est un peu quelque chose de plutôt du côté de la pensée magique, c'est-à-dire pour prendre un peu de la puissance virile du père à l'intérieur d'eux. Et en même temps, pour être tous dans cette égalité, ils ont tous commis cet acte en même temps, et c'est fondateur de la société, parce qu'à partir de là, ils vont établir des lois et des règles. Donc ça, c'est la vision de Freud. Or, pour les bouddhistes, la nature de l'esprit, c'est la clarté, la connaissance, et même, je dirais, la bonté et la compassion. Parce que le Dalai Lama dit lui-même que la compassion est innée chez l'être humain. Et dernièrement, j'ai vu un petit documentaire où il montrait des petits-enfants, hein, entre 2 et 3 ans. Et il y avait une mise en situation d'adultes qui étaient en difficulté
Par exemple, il y en a un, il rentre dans la pièce où il y a un petit enfant qui joue, il avait les bras chargés de dossiers, de choses comme ça, et il va vers une armoire, la porte elle était un peu ouverte, mais pas vraiment, et donc il est là, il fait comme ça, genre j'y arrive pas. Et le petit enfant qui était assis en train de jouer, il s'est levé, il a regardé la situation, il s'est immédiatement levé pour aller aider l'adulte. Une autre situation, il y a un adulte, il fait tomber son stylo, et il fait genre il n'y arrive pas. Petit enfant, immédiatement, il se lève, il ramasse le stylo et il le donne. Et d'autres situations. Peut-être vous l'avez vu ce documentaire. Hein. Donc voilà, on commence à peut-être à penser que la bonté, elle est peut-être plus du côté de la nature de l'esprit. Donc voilà, ça c'est la différence de nature. Elle est quand même importante. Hein. Parce que ça change tout hein, dans la façon dont on se comporte, dans la façon dont on écoute, dans la façon dont on travaille. Enfin, c'est très important. Donc ensuite, les différences de fonction. En Europe, on a commencé à s'intéresser à l'esprit, non pas pour l'étudier, son fonctionnement, comme on fait les yogis il y a très longtemps. Tiens, on a un esprit, c'est qui, c'est quoi, comment il marche, enfin bon, etc. Non, nous on s'est étudié à son dysfonctionnement. C'est à partir du moment où il dysfonctionne, c'est l'aspect pathologique hein, qui nous a interpellés ou intéressés. Et en particulier, ça a intéressé les médecins. En tout premier lieu. Donc c'est tout de suite l'aspect médical, l'aspect pathologique et l'aspect dysfonctionnement qui a fait qu'on s'est mobilisé pour s'intéresser à l'esprit. Et puis après ça s'est étendu à des non-médecins, les psychanalystes, les psychologues, psychothérapeutes, etc. Donc parce qu'à l'époque de Freud, et peut-être même encore jusqu'à nos jours, un petit peu moins, mais un esprit entre guillemets sain, parce que comme l'a dit François, et je suis entièrement d'accord avec lui, on a tous un peu de tout, des petites graines de mal-être, de machin, de trucs qui vont pas, bon voilà. Hein. Donc entre guillemets sain, non pathologique, il ne posait pas de problème. Enfin voilà, ça serait, la norme, c'est normal quand ça ne pose pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas, hein, mais on ne pose pas de problème. Donc, les médecins, les autres, ils ne s'intéressent pas à vous puisque vous ne posez pas de problème. Hein, donc c'est dans le dysfonctionnement et la pathologie. Hein, donc c'est cet aspect-là auquel on s'est intéressé. Et sinon, en Europe, pour le reste, l'Europe chrétienne, en tout cas, l'esprit était souvent ramené à l'âme. Et ça, c'était l'affaire de l'Église et des prêtres. C'était pas... voilà. Alors, ce n'est que très récemment, hein, donc à partir... peut-être à peu près la moitié du XXe siècle, que les psychologues, dans le cadre de la psychologie expérimentale, ont commencé à s'intéresser vraiment juste au fonctionnement de l'esprit, sans qu'il y ait d'histoire de pathologie ou quoi. Ils se sont intéressés par exemple à la mémoire, comment ça fonctionne, la perception, comment ça fonctionne, la question du temps, comment on vit le temps, etc. Et plein d'autres expériences. Puis ça s'est étendu ensuite avec des expériences sur le comportement. Hein. Vous connaissez tous l'expérience de Miller sur la soumission à l'autorité ou des choses comme ça. Hein, bon. Donc on a commencé à s'intéresser à comment il se comporte, l'être humain. Quels sont ses... Voilà. Et dans les différentes écoles du bouddhisme, de ce que j'en ai un peu compris, l'esprit est considéré comme non pathologique. Il est. Voilà, d'accord, ok. Donc on s'y intéresse juste pour le connaître, pour mieux comprendre comment il fonctionne, et ainsi pour pouvoir l'entraîner aussi. Ça, c'est le petit truc intéressant qu'on prendra tout à l'heure. Donc ce n'est donc pas l'esprit qui dysfonctionne, c'est pas sa nature, c'est les perturbations mentales qui l'encombrent et le recouvrent, ou le recouvrent. Donc il y a une dissection entre l'esprit et ce qui pose problème, qui vient encombrer ou recouvrir l'esprit. Et puis, troisième lieu, François l'a évoqué, il y a une différence de recul, c'est-à-dire que la réflexion sur l'esprit est née en Europe, introduite par Freud il y a quoi ? Il y a 100 ans, une centaine d'années. Par exemple, le diplôme universitaire de psychologie, donc diplôme d'État, est né dans la suite de l'effervescence intellectuelle universitaire des années 68, enfin après 68, ça a une cinquantaine d'années. Voilà, notre recul à nous, occidentaux. Hein. Alors que, comme le rappelait François, les enseignements bouddhistes, la façon de comprendre l'esprit, datent de au moins 2500 ans.
Mais même Shakyamuni, il a eu des maîtres qui ont eu des maîtres, donc les méditants et les yogis, eux, c'est des milliers d'années. Hein, voilà. Bon. Donc voilà, petite différence de recul. Et puis ensuite, juste un petit mot sur les pratiques, les différences dans les pratiques. Alors, il y a principalement 3 catégories. Il y a on peut distinguer ce qu'on appelle les cliniciens. Les cliniciens, ce sont ce qu'on appelle en gros les psychothérapeutes. Ce sont ceux qui s'occupent des patients, qui sont dans l'écoute, dans le soin, dans l'attention, la psychothérapie en fait, hein, des patients. Il y a les techniciens, les psychologues techniciens, ce sont des psychologues, vous savez, ceux qui font passer des tests, hein, et qui sont des techniciens d'aide au diagnostic. En général, ils travaillent à l'hôpital ou dans des institutions. Donc, ils font comme n'importe quel autre intervenant auprès d'un patient qui va faire un compte-rendu au médecin-chef, et le médecin-chef va poser un diagnostic et proposer un traitement voilà, avec l'aide de tous les intervenants de différentes catégories. Donc ça, c'est plutôt... Et puis, il y a dans la psychologie expérimentale, comme je l'ai nommé tout à l'heure. Bon. Donc... Là, il y a une visée de soins donc, chez les cliniciens. Mais il y a aussi des psychologues cliniciens à l'hôpital. Hein. Ne croyez pas qu'il y a que des techniciens. Hein. Bien sûr, dans les institutions aussi, il y a des psychologues cliniciens. Bon. Et les pratiques thérapeutiques donc, sont toutes autant différentes que les théories. Hein. C'est cette diversité du côté de ce qu'on pourrait appeler la psychologie. Alors que du côté des bouddhistes, alors, de ce que j'ai pu un peu en capter, c'est qu'il y a des pratiques méditatives, donc de calme mental ou de méditation analytique, et qui ont aussi une visée de soin, puisqu'elles permettent d'atteindre un changement de l'état d'esprit pour vivre mieux, pour être plus heureux. Donc il y a aussi une visée, même si ce n'est pas à l'origine... hein, bon. Cependant, du côté des pratiques bouddhistes, il me semble qu'il y a une visée spirituelle, qu'il n'y a pas du côté des psychologues, des psychothérapies, ou ça c'est vraiment... on n'a pas cette visée-là. Quoi. Puis il y a d'autres pratiques comme le tantra, les rituels et tout ça, mais bon là je ne connais pas assez bien. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Alors, moi je peux poser peut-être une petite question. Vas-y. Spirituel, c'est quoi pour toi alors, si tu dis que la psychologie n'est pas vraiment spirituelle? Peut-être qu'il y a une idée, on va dire, spirituelle, ça dépasse juste l'intérêt de la santé, d'aller mieux, on parle d'une quête spirituelle par exemple. Hein. Alors, il y a une petite image, bon, elle est peut-être un peu grossière, mais tant pis. On dit, quand la psychothérapie ou les psychothérapies ou les psychologies différentes et variées, ça serait ce qu'il y a, on pourrait dire, à l'intérieur d'un tiroir. Le spirituel, ce serait s'intéresser au tiroir lui-même, par exemple. Bon, c'est des images, hein. Valent ce qu'elle valent. Hein. C'est ça. Il y a quand même... même si dans la psychologie expérimentale on s'intéresse à comment il fonctionne l'esprit, alors très récemment, ça quoi, 10-20 ans, hein, où on commence vraiment à s'intéresser à la conscience, tout ça, à s'intéresser à ces choses-là, c'est très 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 récent. Hein. Même le truc, c'est la question, peut-être on pourrait dire la question de base, mais c'est comment ça marche. Ça c'est une question occidentale. Mais comment ça marche? Ensuite... est-ce qu'on peut avoir accès à autre chose? Est-ce qu'il y aurait une transcendance, par exemple? Est-ce qu'il y a... Ça, le psychologue ne pose pas trop la question. Enfin, il me semble. Jung, il n'est pas allé un petit peu... Jung, ouais. Un peu. Mais il y en a, c'est vrai, elle a raison. Il y a des psychologues qui s'intéressent... Donc spirituel pour toi serait quelque chose qui est pas forcément juste un développement de l'esprit. C'est un développement de l'esprit dans une certaine... On est plus du côté de la connaissance, peut-être, que seulement du soin, en fait. Nous, on est quand même beaucoup du côté du soin, quoi. Enfin, les psychologues cliniciens, quoi. On s'intéresse au mal-être, à la souffrance. Je pense c'est un peu ça. Le
bouddhisme, je pense qu'il a Oui, construit oui, quand même une tout à partie de fait. sa pratique sur le traitement de la souffrance. Je pense que l'enseignement majeur des 4 nobles vérités, c'est en lien avec la souffrance. Alors moi, je suis intéressé par l'esprit non pathologique dans le bouddhisme. L'esprit non pathologique dans le bouddhisme. Parce qu'on dit que l'esprit clair et connaissant, par essence, il est... Par nature, il est pur, mais en fait, si on fouille un peu plus, on peut nuancer un peu, parce qu'on a du potentiel aussi bien à la colère qu'au bonheur, aussi bien à la joie qu'au ressentiment, et en fait, on a tous ces potentiels à l'intérieur de nous, dont certains, comme des gènes, vont s'exprimer, d'autres pas. Mais la nature même de la conscience, elle est claire et connaissante, mais je pense qu'elle est... Ça ne veut pas dire que tous les êtres sont... Je ne suis pas sûr que ça veuille dire que tous les êtres sont bons par nature. Mais ça ne veut certainement pas dire que tous les êtres sont mauvais par nature. Ça veut dire que ça dépend ce qu'on fait de notre existence, en fait, qui détermine. Après, dans la perspective un peu plus vaste du bouddhisme, la proposition, c'est de se dire que tous les êtres atteignent l'éveil. Et que parce que tous les êtres atteignent l'éveil, tous peuvent éradiquer complètement leurs perturbations mentales et les déconnexions qu'on peut avoir avec la réalité. Et c'est en ce sens-là où l'esprit est pur, parce que au final, tout le monde va se défaire des choses problématiques de l'esprit, et donc ces choses-là, on appelle adventistes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas intrinsèques à l'esprit. Elles sont éliminables. Et ça, on va le voir d'ailleurs dans la méditation qu'on va faire tout à l'heure. Dans le mal-être, savoir que le mal-être, c'est quelque chose qui n'est pas nous. C'est un point important, c'est de savoir que c'est une fonction de l'esprit. C'est quelque chose qui apparaît, mais qui n'est pas nous. Nous ne sommes pas lui. Comment découvrir ça? Comment méditer sur cette appréhension-là? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure, après l'atelier de Martine. Est-ce que vous avez C'est exactement... ce que tu vas faire aussi dans le... C'est très proche, je pense. Oui? C'est quand même une question pour Martine. Du coup, comment on définit le mal-être? Ah, le mal-être. J'ai écrit 2-3 mots là. Alors, le mal-être se ramène beaucoup à... Qu'est-ce que disent les patients beaucoup? Je me sens mal. Je me sens mal. Cette simple expression. Et elle est très intéressante parce qu'elle a une double portée. Je me sens mal, ça veut dire je me sens pas bien, je me sens souffrant, je me sens... En termes génériques, je me sens mal. Mais moi, je la trouve très intéressante, cette expression, parce que je me sens mal, ô combien c'est vrai. C'est parce que je me sens mal, ça veut dire je sens mal. Comme je vois mal, j'entends mal. De ce côté-là. Je sens mal mon truc, mon intériorité. Parce que comme quand je vois mal, j'ai des lunettes parce que je vois mal. Ou j'entends mal. Dans ce sens-là. Je veux dire que je ne suis pas très douée pour me sentir, en fait. Voilà, c'est ce double aspect, je le trouve très intéressant. Il y a beaucoup de je me. Possible. Oui, oui. Depuis 50 ans, n'est-ce pas, la création de la psychologie, mais on nous abreuve de cette individualité que tout le monde est devenu. Oui, c'est très subjectif. Ouais, c'est nous, on est des... On dit dans notre métier, on est des casuistes, on n'est pas des généralistes. C'est clair et net. Des casuistes, ça veut dire qu'on s'occupe des cas. Exact. Voilà. Mais je pense peut-être en lien avec ce que tu viens de dire, toi tu le présenteras peut-être tout à l'heure, c'est l'importance du moi dans le mal-être. Ah, la question que j'allais poser. L'utilisation du mot égo, justement. Alors moi je pense que c'est plus du côté de Martine qui va pouvoir mais vous... vraiment ou pas? Parce que il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser ce mot comme étant cette construction mentale d'une fausse identité, ouais. d'une façon d'être au monde qui justement quand on vient la perturber, c'est là qu'on se sent très très mal, et que finalement si on arrive un peu à dépasser cette suridentité qui vient recouvrir la clairvoyance, le calme et l'observateur en nous, la vraie conscience, je sais plus où j'allais avec cette phrase. Oui. Alors, moi, pour répondre juste en une phrase sur ce que, par exemple, le bouddhiste pourrait dire de l'équivalent de ce qu'est l'ego, c'est par exemple, si je m'identifie totalement avec mon mal-être, on pourrait dire que c'est une expression de l'ego. C'est une expression d'une appréhension erronée de soi. Qui fait que j'ai l'impression que
mon mal-être, c'est moi. C'est pas quelque chose que je possède, c'est pas quelque chose qui est une fonction de mon esprit, c'est moi. Et que par conséquent, parce que c'est moi, et en plus j'ai l'impression qu'elle est intrinsèque, je ne peux pas m'en défaire, parce que je ne peux pas dissocier les deux. Donc ça, on pourrait dire que c'est une expression de l'action de l'ego, mais aussi bien que se regarder dans le miroir et regarder son visage et avoir l'impression c'est moi. On pourrait dire que c'est une expression de l'ego aussi, c'est une expression erronée de soi. Est-ce que je suis mon visage? Est-ce que je suis ma propre main? Est-ce que je suis mes émotions, exactement. Et en psychanalyse, en psychologie, l'ego, est-ce qu'il est défini? C'est exactement la confusion. La confusion entre ce qui se produit dans la vie psychique, on va dire, on le reprendra dans l'atelier tout à l'heure, les pensées, émotions. Je suis ça. Du reste, on le dit dans l'expression, je suis triste. Non, j'ai de la tristesse. Je suis en colère, sous-entendu, je suis la colère. Non, j'ai de la colère. Et c'est ça, c'est des choses qu'on, petit à petit, on apprend à distinguer, par exemple. Bon, voilà. Mais oui, on est là-dessus tout à fait d'accord. Il y a une confusion. Quelqu'un me parle mal, je m'énerve, je trouve ça insupportable. C'est l'ego qui est attaqué à ce moment-là. Parce que c'est vraiment quoi, c'est vraiment vrai quoi. Comment on ose me parler comme ça à moi quoi. Hein, c'est bon. Ou autre chose. Ou alors. Donc le mal-être est souvent lié aussi dans la pratique à alors c'est des sentiments. On revient un petit peu sur ce qui a été dit. Hein. Intérieur. De ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est des sentiments, des émotions auxquelles on croit. Hein. Et c'est ce qui revient souvent, c'est je suis incapable. On en a parlé tout à l'heure de ces sentiments-là. Je suis incapable, je suis nulle, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui revient? J'ai pas envie, j'ai pas de goût, pas. Je suis victime. Qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est ça. Je suis victime. C'est. Je ne maîtrise pas. Je maîtrise pas, j'arrive à rien. Je ne sais pas, j'ai pas suffisamment d'informations. J'ai pas de valeur aussi, ça c'est quelque chose qui est bien. Alors, il y a Mais je c'est suis pour trop ça- ceci ou je suis pas assez cela. J'ai pas de valeur si je vaux rien. Enfin, c'est beaucoup ça. Dans notre pratique, c'est beaucoup ces choses-là qui reviennent. Mais c'est pour ça aussi que la pose d'un diagnostic chez un thérapeute est très importante, parce que quand on a un thérapeute en face de soi qui vous dit « vous êtes dépressive », je pense qu'il serait peut-être aussi important que la formulation soit différente et par exemple, vous passez par une dépression ou la dépression passe par vous, plutôt que de peut-être coller une étiquette « vous êtes schizophrène »,« vous êtes… » Parce que moi, par exemple, je travaille avec des enfants, et là, moi, j'ai rencontré une jeune fille en théâtre d'impro qui m'a dit, la première fois, quand elle s'est présentée, elle m'a dit « je suis autiste ». Et je lui ai dit pardon, parce que je m'attendais à ce qu'elle me donne son prénom, etc. Et elle m'expliquait que depuis toute petite, elle est dans cette spirale psychologique où à chaque fois, elle va voir les thérapeutes et on lui rappelle qu'elle est autiste parce que ci, parce que ça, elle n'arrive même plus à se définir en fait. Une étiquette, oui. Moi, personnellement, par exemple, ça fait longtemps maintenant que j'ai renoncé volontairement à tout diagnostic, que ce soit à enfermer. Moi, j'appelle ça enfermer une personne dans une boîte en mettant une étiquette dessus. Ça, Oui. Non. J'accueille une personne, c'est une personne. Voilà. Et comme on est des casuistes, nous, chaque personne, elle est singulière, unique. Il n'y a pas de pluralité, il n'y a pas de pluriel. Autant il y a différentes psychologies, alors là il y a un pluriel, mais par contre, voilà, une personne, c'est une personne. Sa façon, vous voyez tout à l'heure, tout de suite, j'ai mis l'accent sur la subjectivité. Voilà, c'est une personne, comment elle vit, ce qu'elle vit, et ça, en plus, la vérité, le statut de la vérité en thérapie, par exemple, c'est ce que la personne sent, c'est vrai, point. C'est ça la vérité. C'est ce que la personne, elle sent, ce qu'elle dit, c'est la vérité. Alors, la raison pour laquelle elle sent ça, là, on peut commencer à discuter. Mais le sentiment, lui, il est toujours vrai. Bonjour madame, sur Internet. Sans attendre aujourd'hui, ou bien que nous ayons 30, 40 et que nous soyons adultes, on nous met des étiquettes dès notre naissance. Nous n'avons même pas poussé le premier cri. On nous donne un prénom, on nous donne une origine, on nous donne une nationalité, et pourtant on n'a pas choisi. Et c'est comme ça depuis notre premier souffle en fait. On nous appelle déjà, même parfois avant même de naître, on nous donne déjà un prénom. Donc des étiquettes, nous sommes nés avec, j'ai l'impression.
trois trucs sur les conversations là. Là, je trouve qu'il y a beaucoup des thématiques sur l'estime de soi et le regard de l'autre. Et de ce qu'on a dit également sur le moi et l'ego, le terme bouddhiste de chérissement de soi, quand on dit je suis mal, il n'y a que la souffrance. Il n'y a pas la pensée que peut-être d'autres souffrent. Donc cet enfermement sur que moi. Tout à fait. Ah oui, bah oui, une personne qui souffre, qui va consulter, je ne vais pas consulter parce que mon voisin il souffre. On va faire une petite pause. On se retrouve dans un quart d'heure pour l'atelier de Martine. À tout à l'heure. Merci.